Imaginez un silence de mort dans le palais impérial. L'homme le plus puissant de Rome, un sénateur orgueilleux, est contraint d'assister à l'inspection publique de sa propre épouse, examiné comme du bétail, avant d'être choisi et emmené par Caligula dans ses appartements privés. Le sénateur ne peut détourner le regard. Il ne peut protester. Il doit sourire et porter un toast à l'honneur que l'empereur lui accorde. Ceci n'est pas l'histoire que vos professeurs vous ont racontée. Ce que les livres d'histoire appellent la folie de Caligula n'était en réalité que l'arme psychologique la plus froide et la plus calculée jamais inventée. Oubliez l'inceste public ou la légende de son cheval consul. Ce n'était que du théâtre pour la plèbe. La véritable arme de Caligula était utilisée lors de banquets silencieux et visait directement l'âme de l'élite romaine. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 pratiques sexuelles qu'il n'utilisait pas pour le plaisir, mais comme une machine de guerre psychologique pour détruire la République de l'intérieur. Et je vous préviens, la pratique numéro 3 est la plus terrifiante. Non pas à cause de l'acte physique en lui-même, mais à cause de ce que Caligula a créé à partir de celui-ci. Une arme de contrôle invisible, un mécanisme de domination si pervers que son écho définit encore aujourd'hui ce qu'est le pouvoir absolu. Bienvenue dans les secrets de l'alcôve royale. Si ce que vous venez d'entendre a déjà éveillé votre curiosité, sachez que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour continuer à explorer ensemble ces vérités que l'histoire officielle a si longtemps tenté d'effacer, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives et laissez un j'aime si ce mystère vous captive déjà. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville de France vous nous regardez. Paris, Marseille, Bordeaux ou un petit village chargé d'histoire? Et surtout, quelle reine ou impératrice aimeriez-vous que nous analysions dans nos prochains épisodes? Vos suggestions sont précieuses. Pour saisir à quel point les méthodes de Caligula étaient révolutionnaires et dévastatrices, il faut comprendre ce qu'était Rome en l'an 37 de notre ère. Ce n'est plus la République austère gouvernée par l'honneur sénatorial. C'est le début de l'Empire, une structure politique nouvelle où un pouvoir inimaginable est concentré entre les mains d'un seul homme. L'Empire romain s'étend de la Bretagne brumeuse aux sables de Syrie. C'est la superpuissance incontestée du monde antique. Mais au cœur de cette domination, à Rome même, une guerre psychologique est sur le point de commencer. Le Sénat, composé des familles aristocratiques les plus anciennes et les plus fières, s'accroche désespérément à ses traditions et à son honneur public. Face à eux se dresse un jeune empereur de 24 ans, Caligula, qui n'a aucune intention de jouer le rôle de premier citoyen. Il se considère comme un dieu vivant. Cette collision est fondamentale. D'un côté, une élite dont l'identité repose sur la dignité et la réputation familiale. De l'autre, un souverain absolu qui a compris que pour anéantir ses rivaux, il ne suffisait pas de contrôler les légions. Il fallait détruire leur âme. Au cœur de cette guerre psychologique se trouvent 2 forces irréconciliables. D'un côté, l'architecte de la terreur, l'empereur lui-même, Gaius Julius César Augustus Germanicus, que l'histoire retiendra sous son surnom d'enfance, Caligula. Il n'est pas seulement le souverain fou que l'on dépeint souvent. Il est l'incarnation du pouvoir absolu, un homme qui se proclame Dieu vivant et qui a compris que la véritable domination ne s'obtient pas par les armes, mais par l'anéantissement psychologique de ses rivaux. Caligula est un stratège brillant et pervers, obsédé par l'idée de prouver qu'il est au-dessus de toute loi humaine et morale. Face à lui, se dresse l'élite sénatoriale. Ce sont les descendants des fondateurs de Rome, des hommes élevés dans le culte de l'honneur, de la dignité et surtout de la pudicitia, la chasteté et la vertu de leurs épouses et filles, qui sont le pilier de leur statut social. Ces femmes nobles, les Lolia Paulina, ou les épouses anonymes traînées au banquet, ne sont pas seulement des individus. Elles sont le symbole vivant de l'honneur de leur lignée. Caligula a compris que pour briser ces hommes puissants, il ne devait pas attaquer leurs armées ou leurs finances, mais l'incarnation même de leur honneur, leurs femmes. L'arsenal de Caligula ne se composait pas d'épées, mais d'une ingénierie sociale méticuleusement conçue pour démolir l'âme de ses ennemis. Son premier mécanisme, et la première de nos pratiques choquantes, était ce que nous appelons aujourd'hui le bordel impérial. Mais il faut effacer de votre esprit l'image d'une simple maison de plaisir clandestine. Caligula a transformé des ailes entières de son palais sur le mont Palatin en un établissement public. La perversité de ce système ne résidait pas dans son existence,
mais dans son personnel. Les historiens comme Suétone rapportent que Caligula ne s'est pas contenté de prostituées ordinaires. Il a forcé les épouses et les filles des sénateurs les plus éminents de Rome, des femmes de la plus haute noblesse, à y travailler. L'objectif n'était pas le plaisir, mais une double humiliation stratégique. D'abord, il forçait les sénateurs à assister à des banquets dans ces mêmes ailes du palais, les obligeant à côtoyer leurs propres épouses et filles, désormais traitées comme de la marchandise. Ensuite, il ouvrait ce bordel au public, invitant les citoyens, les cochers et les gladiateurs à payer pour avoir des relations avec les femmes les plus respectées de Rome. En fixant un prix sur la vertu sénatoriale, Caligula envoyait un message clair. L'honneur de l'élite romaine, ce pilier de la République, n'avait plus aucune valeur. Il pouvait être acheté et vendu, et c'est lui, l'empereur, qui en fixait le tarif. Ce n'était que la première étape. La deuxième pratique était plus directe, plus personnelle, et se déroulait lors des banquets impériaux officiels. Imaginez la scène. Les sénateurs sont à table avec leurs épouses, comme l'exige le protocole. Caligula se lève de son trône. Il marche lentement entre les tables, non pas comme un hôte, mais comme un marchand de bétail. Il s'arrête devant une femme. Il l'inspecte. Il lui touche le visage, la force à lever la tête, commente à voix haute sa silhouette, ses cheveux, la comparant à d'autres. Le mari est là, à quelques centimètres, figé, le sourire crispé. Parler signifierait une exécution immédiate. Caligula fait son choix. Il ordonne à la femme de le suivre et l'emmène dans une pièce voisine. Le banquet continue dans un silence assourdissant, la musique peinant à masquer la tension. Quelques minutes plus tard, Caligula revient, se réinstalle à sa place. Et c'est là que le véritable acte de torture psychologique commence. Devant l'assemblée entière, et surtout devant le mari, il se lance dans une critique détaillée et obscène de ce qui vient de se passer, louant ou dénigrant publiquement les performances de la sénatrice. Il anéantissait ainsi le fondement même de l'autorité masculine romaine, le devoir de protéger l'honneur de sa famille. Ces deux pratiques ont préparé le terrain pour la troisième, la plus dévastatrice, celle qui constitue le cœur de notre thème, le théâtre de la vérité. Caligula ne se contentait plus d'humilier les sénateurs en s'emparant de leurs épouses. Il allait les forcer à profaner eux-mêmes leurs propres liens sacrés. Sous le prétexte fallacieux de devoir observer la vérité de leurs relations pour prendre des décisions politiques, il convoquait des couples mariés de la haute noblesse lors de divertissements privés. Là, il leur ordonnait d'avoir des relations intimes devant lui et sa cour. Il transformait l'acte le plus privé et le plus sacré du mariage romain en un spectacle public. Ce n'était plus une agression de l'empereur contre le sénateur, c'était l'empereur forçant le sénateur à détruire lui-même sa propre dignité. Caligula regardait, commentait, critiquait leurs performances, notant leur passion ou leur manque d'enthousiasme. Ceux qui refusaient étaient exécutés pour désobéissance. Ceux qui obéissaient étaient psychologiquement anéantis, leur intimité transformée en un outil de divertissement pour le tyran. Et c'est ici que se révèle le mécanisme secret. Caligula ne faisait pas cela uniquement pour son plaisir sadique. Il tenait des registres, méticuleusement. C'est la naissance de l'archive de la honte sénatoriale. Il notait tout. Qui avait participé au bordel impérial, qui avait été inspecté au banquet, qui avait joué dans son théâtre de la vérité. Ces archives n'étaient pas des journaux intimes, elles étaient l'arme politique la plus puissante de Rome. Désormais, Caligula n'avait plus besoin de menacer un sénateur de mort. Il lui suffisait de le convoquer et de lui rappeler, peut-être en consultant un document, ce qu'il savait de sa femme ou ce que le sénateur avait été forcé de faire. C'était la forme ultime de chantage. Il avait transformé l'intimité en un système de contrôle institutionnel. Ce que vous venez de découvrir, cette archive de la honte sénatoriale, n'est que la première étape de son ingénierie psychologique. Ces analyses, qui relient l'humiliation intime à une véritable stratégie d'État, vous ne les trouverez dans aucun manuel scolaire. C'est la mission exclusive des secrets de l'alcôve royale. Déterrer les mécanismes de contrôle que les puissants ont délibérément voulu cacher pour maintenir leur domination. Je sais que ces révélations sont profondément troublantes. Elles nous forcent à voir l'histoire non pas comme une simple succession de dates, mais comme un jeu de pouvoir souvent brutal, où l'intimité était le premier champ de bataille. Si vous appréciez cette plongée unique dans les coulisses interdites du pouvoir,
Si vous croyez que ces vérités méritent d'être exposées à la lumière, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Laissez un j'aime pour soutenir notre travail de recherche dans ces archives si longtemps censurées. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous plus choqué par les actes eux-mêmes ou par la froideur calculée avec laquelle Caligula a transformé le corps des femmes en une arme politique? Votre perspective est essentielle pour notre communauté d'esprits curieux. L'archive de la honte n'était pas seulement un dossier passif. Il devait être constamment alimenté par des actes de plus en plus audacieux, conçus pour frapper au cœur même de la société romaine. Le mariage. Si le théâtre de la vérité détruisait l'intimité des couples établis, la quatrième pratique de Caligula visait à anéantir l'honneur avant même qu'il ne puisse s'établir. Nous parlons ici de l'enlèvement pur et simple de jeunes mariés lors de leurs propres noces. L'historien Suétone documente l'un des cas les plus tristement célèbres, celui de Lollia Paulina. Imaginez le sommet de la société romaine réuni pour un banquet de mariage somptueux, célébrant l'union de deux grandes familles. C'est un pilier de la stabilité politique et sociale. Caligula est présent. Il aperçoit la mariée, la désire, et sans la moindre hésitation, il ordonne qu'elle lui soit amenée. Il l'entraîne dans ses appartements privés, consomme l'union, puis, quelques instants plus tard, il revient au banquet. Le silence est total. Mais le véritable climax de cette pratique n'est pas l'enlèvement, c'est le retour. Caligula ne se contente pas de ramener la mariée, il se vante. Il raconte à l'assemblée, et surtout au nouveau mari médusé, les détails obscènes de ce qui vient de se passer, faisant une critique détaillée de son corps et de ses performances. Puis, il la répudie sur le champ et la bannit, interdisant à son mari légitime de la revoir jamais. Cet acte n'est pas une simple impulsion. C'est un message. Le sacrement du mariage, pierre angulaire de l'honneur familial romain, est nul et non avenu face au désir impérial. Chaque sénateur présent comprend alors que sa propre fille, sa propre épouse, n'est qu'à un regard de l'empereur de subir le même sort. L'humiliation publique est instantanément archivée dans la mémoire collective de l'élite. Mais comment un homme, même empereur, pouvait-il justifier de tels actes? Comment pouvait-il institutionnaliser la destruction de l'honneur sans provoquer une rébellion immédiate? Cela nous amène à la cinquième pratique, la plus fondamentale de toutes, celle qui servait de fondation théologique à toutes les autres, l'inceste divin. Les rumeurs sur les relations de Caligula avec ses trois sœurs, Drusilla, Agrippina et Livilla, étaient connues. Mais ce que notre enquête révèle, ce n'est pas l'acte privé, c'est sa mise en scène publique. Caligula ne cachait pas ses relations, il les célébrait. Il dînait avec elles, les embrassant et les caressant ouvertement lors des banquets d'État, sous les yeux horrifiés des sénateurs et des ambassadeurs étrangers. Les historiens romains eux-mêmes, pourtant habitués aux excès, étaient si choqués que beaucoup de détails furent volontairement censurés des archives officielles. Caligula avait une obsession particulière pour Drusilla, qu'il traitait publiquement comme son épouse légitime. À sa mort, il ne se contenta pas de la pleurer. Il la déclara déesse, la Panthéa, et imposa son culte à tout l'Empire. Le climax de cette stratégie est là. Ce n'était pas de la simple débauche. C'était une déclaration politique et théologique calculée. Dans la mythologie, les dieux comme Jupiter couchaient avec leurs sœurs. En commettant l'inceste en public, Caligula ne brisait pas un tabou humain. Il agissait en Dieu vivant. Il prouvait à l'élite romaine qu'il n'était pas lié par leur loi morale. S'il était un dieu, alors il ne pouvait pas pécher. Cette autodivinisation était l'autorisation légale et morale de tout le reste. Elle justifiait le bordel impérial, le théâtre de la vérité et l'enlèvement des mariés. Si Caligula est un dieu, alors l'acte sexuel avec lui n'est pas une humiliation, c'est une communion divine. Il avait réussi à piéger l'aristocratie. Résister à la profanation de leurs femmes n'était plus une défense de l'honneur. C'était un acte de blasphème contre un Dieu vivant, punissable de la mort la plus atroce. Une fois l'acte divin accompli lors de ces banquets ou dans le théâtre de la vérité, il n'y avait pas de protocole de vérification au sens traditionnel, car la profanation publique était l'objectif en soi. La vérification était l'humiliation collective, le silence forcé du mari, et, dans un raffinement de cruauté psychologique, l'obligation pour le sénateur de remercier l'empereur pour l'honneur qu'il avait accordé à sa famille.
Le jour d'après, pour ces familles, n'apportait aucun soulagement. Il marquait l'entrée permanente dans l'archive de la honte. Les conséquences immédiates furent un effondrement psychologique de l'élite. Les chroniqueurs antiques, comme Sénèque ou Dion Cassius, décrivent une aristocratie en état de choc permanent, développant ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique collectif. Des hommes autrefois orgueilleux, terrifiés à l'idée de recevoir une convocation impériale, tombaient physiquement malades d'anxiété chronique. Plusieurs, incapables de supporter la dissonance cognitive entre leur statut public et leur impuissance privée, se suicidèrent. Les mariages, fondés sur des siècles de tradition, d'honneur et de loyauté, étaient irrémédiablement brisés. Les enfants de ces unions grandissaient dans des foyers emplis de honte et de silence, observant la dégradation de leurs parents. Les victimes directes, les femmes de la noblesse, subissaient une double peine dévastatrice. Après avoir été institutionnellement violées et dégradées par l'empereur, elles étaient souvent ostracisées et rejetées par leur propre famille. Elles étaient considérées comme souillées, impures, portant la marque visible de la honte familiale, alors même qu'elles n'avaient eu absolument aucun choix. Caligula avait brillamment réussi à retourner le pilier de l'honneur romain, la pudicitia, contre lui-même. En détruisant la réputation de la femme, il détruisait l'homme qui était censé la protéger. Les répercussions à long terme de cette archive de la honte furent encore plus insidieuses. Il ne s'agissait pas d'un simple souvenir traumatique, c'était devenu un outil de gouvernance actif et permanent. Chaque fois qu'un sénateur osait exprimer une opinion divergente, Caligula n'avait plus besoin de menacer sa vie. Il lui suffisait de faire une allusion subtile à un certain banquet ou de consulter ses registres méticuleux sur les performances de l'épouse de cet homme dans le bordel impérial ou sur sa participation au théâtre de la vérité. La menace n'était plus la mort, mais la ruine sociale totale, l'exposition publique de son impuissance. Cette manipulation collective a conduit à l'une des conséquences sociales les plus perverses, l'inversion totale de la morale romaine. Les psychologues modernes parlent d'un syndrome de Stockholm à l'échelle de l'Empire. Voyant qu'il était impossible de résister, une partie de l'élite commença à s'identifier à son bourreau. Au lieu de cacher leurs épouses et leurs filles, certains nobles commencèrent à les offrir volontairement à l'empereur, espérant en retour un avantage politique ou simplement la survie. L'humiliation volontaire remplaça l'honneur. Participer à la débauche impériale devint un signe de loyauté, un rituel de servitude. Caligula avait transformé la structure même de la civilisation romaine. Les notions d'honneur, de dignité et de décence n'étaient plus des valeurs fondamentales, mais des faiblesses à exploiter. Les chroniqueurs décrivent une Rome fracturée par la méfiance, où les parents craignaient d'aimer leurs enfants, de peur que cet amour ne soit un jour utilisé contre eux. L'empire le plus puissant du monde était désormais dirigé non par la loi, mais par un système institutionnalisé de chantage sexuel. Lorsque Caligula fut finalement assassiné en l'an 41 par sa propre garde prétorienne, les sénateurs crurent que leur cauchemar prenait fin. Ils ordonnèrent que son nom soit effacé de tous les registres, une damnatio memoria destinée à anéantir jusqu'à son souvenir. Mais ils se trompaient. On ne peut pas effacer une idée. La mort de Caligula n'a pas mis fin à la terreur. Elle n'a fait que libérer son manuel d'instruction. Le véritable héritage caché de Caligula, le plus terrifiant, n'est pas sa folie, mais le modèle qu'il a créé. Il fut le premier à prouver, à une échelle impériale, que l'humiliation sexuelle institutionnalisée était un instrument de contrôle politique plus efficace que n'importe quelle armée. Son archive de la honte sénatoriale devint le plan directeur du despotisme psychologique. Les empereurs qui vinrent après lui, en particulier son neveu Néron, observèrent, apprirent et imitèrent. Quand Néron força plus tard les descendants des plus nobles familles à se produire comme acteurs ou gladiateurs, quand il organisa ses propres mariages scandaleux et ses banquets dégradants, il ne faisait pas que suivre ses propres pulsions. Il appliquait méthodiquement les leçons de son oncle. Il avait compris que la coercition et la dégradation publique de l'élite étaient la clé pour maintenir un pouvoir absolu. Ce qui resta fut une blessure psychologique profonde, une cicatrice indélébile gravée dans l'âme de l'Empire. Caligula avait changé à jamais la relation entre le pouvoir et l'individu. Les fondations morales de Rome, déjà fissurées, étaient maintenant brisées. L'honneur, la loyauté, la dignité familiale,
Tout ce que des siècles de civilisation avaient bâti avait été exposé comme des concepts fragiles, facilement destructibles par un seul homme. Ce traumatisme collectif explique pourquoi la vérité sur son règne est si difficile à cerner, même aujourd'hui. Les historiens romains, qui écrivirent des décennies après sa mort, comme Tacite ou Suétone, n'étaient pas de simples rapporteurs. Ils étaient les héritiers de cette société traumatisée. Lorsqu'ils ont volontairement omis des détails, ce n'était pas seulement par pudeur ou censure, c'était par peur. Une peur que le simple fait de décrire ces mécanismes en détail pourrait contaminer les générations futures ou pire, donner des idées à de nouveaux tyrans. Le véritable héritage caché de Caligula, ce n'est donc pas l'image du fou incestueux, mais celle de l'ingénieur social impitoyable. Il a prouvé que la dignité humaine est fragile et qu'une fois que l'intimité est transformée en spectacle public, la société elle-même s'effondre. Le poison psychologique qu'il a instillé dans le système politique romain a continué à se propager, empoisonnant l'âme de Rome pendant des générations. L'Empire survécut, mais après Caligula, il ne fut plus jamais le même. Le pouvoir impérial n'était plus seulement une autorité politique, il était devenu la menace permanente d'une humiliation totale. Caligula avait écrit, dans la honte et le sang de l'élite romaine, le premier chapitre de la manipulation des masses par l'anéantissement psychologique. Et voilà. L'héritage le plus terrifiant de Caligula n'est pas celui d'un simple fou, mais celui d'un ingénieur social impitoyable qui a perfectionné l'humiliation sexuelle comme une arme d'État. Ces femmes de l'élite romaine, transformées en objets de spectacle dans le bordel impérial ou le théâtre de la vérité, n'étaient pas de simples victimes collatérales. Elles étaient le champ de bataille choisi par Caligula pour anéantir psychologiquement ses rivaux. C'est cette vérité dérangeante, cette analyse des mécanismes de contrôle intime que Secret de l'alcôve royale s'engage à déterrer. Ces histoires, où le corps féminin est utilisé comme un levier de pouvoir, ont été systématiquement effacées par l'histoire officielle. Si cette enquête dans les coulisses les plus sombres du pouvoir absolu a résonné en vous, si vous croyez que ces vérités méritent d'être exposées, alors votre place est ici. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer ce voyage exclusif dans les archives interdites. Votre soutien est crucial. Laissez un j'aime pour nous aider à mettre ces révélations en lumière. Et partagez vos impressions dans les commentaires. Depuis quelle ville ou région de France suivez-vous cette histoire? Et surtout, quel autre personnage dont les secrets intimes ont façonné l'histoire aimeriez-vous voir exposé? Les manipulations de Messaline? Les excès de Néron? Nous ne faisons que commencer à révéler comment l'intimité a toujours été le véritable théâtre du pouvoir.